Dans l'économie ce soir, Ariane 6 moins chère qu'Ariane 5 et plus compétitive. C'est pour 2020, proposition sur laquelle planchent à Luxembourg les ministres de l'Europe spatiale. Le pacte de responsabilité et la sortie virulente d'Emmanuel Macron, le ministre de l'économie torpille le MEDEF. C'est un échec, dit-il, et surtout celui de Pierre Gattaz. Explication dans ce journal. Enfin, réunion des ministres français et allemands aujourd'hui à Berlin. On en reparle avec Hans Stark, chercheur à l'IFRI et spécialiste des relations franco-allemandes. Bonsoir, l'Europe spatiale donne son feu vert à une nouvelle fusée plus compétitive. Ariane 6 devrait s'élancer dès 2020. Au Luxembourg aujourd'hui, les ministres européens concernés sont parvenus à un accord qu'ils qualifient d'historique. Toutes les explications avec Marie Demarque. Mettre au point une nouvelle fusée moins chère et plus compétitive au sein de l'Agence spatiale européenne, c'était l'enjeu de la réunion des 20 ministres des pays membres chargés de l'espace à Luxembourg. Ariane 6 sera donc cette nouvelle fusée. Pour un coût de 4 milliards d'euros étalé sur 10 ans, elle devrait notamment permettre à l'Europe spatiale de garder sa suprématie sur le marché du lancement des satellites commerciaux. Car la concurrence est rude. Elle vient des pays émergents comme la Chine et l'Inde, mais aussi et surtout des États-Unis. Depuis un an, l'américain SpaceX propose des prix inférieurs de 30% à ceux d'Ariane 5. Alors, pour rester dans la course, les Européens ont décidé de rationaliser les coûts de production de la future Ariane 6. Alors pourquoi Ariane 6 sera moins cher à lancer qu'Ariane 5 ? Eh bien pour 3 raisons. D'abord, le lanceur est plus facile, il a un design, un dessin qui est simplifié par rapport à celui d'Ariane 5, donc bien sûr il coûtera moins cher à produire. Ensuite, l'organisation industrielle sera simplifiée, là aujourd'hui où il y a beaucoup d'usines, elles vont être regroupées, et c'est tout le sens en particulier des accords industriels, notamment entre Airbus et Safran. Puis la troisième raison, c'est que l'Europe a décidé de se servir de façon quasi systématique de ce nouveau lanceur, ce qui sera chose faite dès que le lanceur existera. Ariane 6 devrait être opérationnelle en 2020. Elle se déclinera en 2 versions afin de satisfaire toutes les demandes de lancement selon la taille des satellites. On reparle du pacte de responsabilité. Le deal était clair, moins de charges pour les entreprises en échange de création de postes. Mais aujourd'hui, le ministre de l'économie n'hésite plus à parler d'échec. Emmanuel Macron a mis le MEDEF dans son viseur. Pas assez d'accords de branche signés et il enfonce le clou. Il juge que le MEDEF ne joue pas le jeu. Que reste-t-il de ce pacte ? Les explications d'Auréline Rupert. Il a un principe simple. François Hollande l'a dit lui-même, avec le pacte de responsabilité, il veut gagner la bataille de l'emploi. Mais près d'un an après son lancement, les premiers résultats sont loin d'être convaincants. Premier élément clé du pacte, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi est au cœur des tensions entre le gouvernement et le MEDEF. Il prévoit d'octroyer 40 milliards d'euros aux entreprises d'ici à 2017. Des contreparties, en matière d'emploi notamment, sont attendues. Mais selon le ministère de l'économie, seules 2 branches interprofessionnelles sur 50 ont pour l'instant signé un accord. 13 autres seraient en négociation. Aujourd'hui, le gouvernement impute cet échec au MEDEF. Pierre Gattaz a sa part de responsabilité. Aujourd'hui, il y a très peu d'accords de branche qui sont signés. C'est un échec et aujourd'hui, c'est aussi le sien. L'État a pris ses responsabilités, le gouvernement a pris ses responsabilités. Autre mesure phare du pacte de plus en plus contesté, le compte pénibilité. Il doit entrer en vigueur au 1er janvier, mais les organisations patronales le jugent inapplicable. Le ministre de l'économie a promis un ajustement dans les prochains mois. Malgré les objectifs du pacte de réduction des charges des entreprises, les patrons se mobilisent pour dénoncer la pression fiscale et administrative qui pèse sur leur société. Et cet après-midi à l'Assemblée nationale, le Premier ministre en a rajouté une couche. En réponse à une question du député des Yvelines, David Douillet, on écoute Manuel Valls. Quand la nation, à travers le Parlement, consent et va consentir un effort de 40 milliards d'euros pour les entreprises, pour la compétitivité, pour baisser la fiscalité et pour baisser les charges, chacun doit être à la hauteur de ses responsabilités. Et je le dis notamment aux dirigeants du patronat, un certain nombre de propositions, de provocations, de propos, aujourd'hui ne sont pas à la hauteur de cette responsabilité.
En Allemagne, au deuxième jour de la grève des pilotes chez Lufthansa, 1 millier de vols ont été annulés entre hier et aujourd'hui, clouant au sol 150 000 passagers. Cette grève est la 10e depuis le début de l'année. Les pilotes de Lufthansa entendent conserver la possibilité de prendre une pré-retraite à 55 ans avec 60% de leur salaire avant d'atteindre l'âge officiel de la retraite à 65 ans. Projet commun pour Paris et Berlin dans le secteur des batteries. C'est du reste le point le plus concret et bien le seul qui ressort du mini-sommet entre les ministres de l'économie et des finances réunis en fin de journée. Objectif, soutenir l'investissement en Europe. Mais les lignes de fracture entre les deux pays ont la vie dure. Entre une France qui veut un soutien allemand sonnant et trébuchant au projet Juncker. De l'autre côté du Rhin, on insiste sur les réformes et le sérieux budgétaire. On écoute les deux ministres. J'ai assuré, parce que c'est la préoccupation des autorités allemandes, que la France ferait ce qu'il faut pour être dans le respect de nos règles communes, tout en faisant en sorte que la croissance trop faible en France, trop faible aussi en Europe, puisse être plus puissante au cours des mois qui viennent. Nous entrons dans une période, avec le nouveau Parlement européen et la nouvelle Commission, où nous sentons une volonté commune en Europe d'aller plus loin et d'être plus efficace. C'était le sujet principal de nos discussions aujourd'hui. Nous avons parlé d'une croissance plus soutenue et des investissements. Dans un instant, on reparle des relations franco-allemandes avec Hans Stark, chercheur à l'IFRI et spécialiste de l'Allemagne. L'invité de l'économie avec nous, Hans Stark, professeur à la Sorbonne et chercheur à l'IFRI. Bonsoir. Spécialiste des relations franco-allemandes. Alors, mini-sommet franco-allemand aujourd'hui à Berlin, avec cette question récurrente, comment relancer la croissance ? Paris insiste pour des investissements supplémentaires, alors que Berlin réclame des réformes structurelles. Pour la deuxième fois en 6 semaines, Emmanuel Macron et Michel Sapin rencontrent leurs homologues allemands. Première question, Hans Stark, avant de rentrer dans le détail, où en est-on aujourd'hui de cette relation franco-allemande ? Structurellement, elles sont bonnes et doivent l'être parce qu'on est interdépendants, on a besoin l'un de l'autre. La France est le principal partenaire de l'Allemagne et vice-versa. Tout le monde le sait. L'Allemagne a besoin, elle le dit, mais c'est pas de la langue de bois. Ils ont besoin d'une France forte et ils ne veulent surtout pas d'une France qui s'enfonce dans une crise sur le plan intérieur avec à la clé une surprise électorale en 2017 dont personne ne veut. Les relations François Hollande, Angela Merkel, aujourd'hui, elles sont de quelle nature ? Elles sont évidemment difficiles du point de vue politique parce que les divergences idéologiques sont fortes. Depuis sa campagne électorale, François Hollande doit tenir compte, malgré lui, des dissensions internes au Parti socialiste, des sensibilités différentes. Il les incarne, parfois à ses dépens, et cela rend très difficile, bien sûr, le dialogue avec Angela Merkel, qui, elle, est conservatrice, qui est à la tête d'un parti conservateur. Et en tant que là, on a vraiment un vrai problème de calibrage politique entre nos deux pays. Alors, Hans Stark, Jean-Claude Juncker a présenté son projet de fonds de plus de 300 milliards d'euros destinés à l'investissement. Côté français, on aimerait bien soutirer à Berlin un engagement sonnant et trébuchant à ce fonds. Et puis côté allemand, eh bien, il y a peu de chances que Wolfgang Schäuble soit prêt à mettre la main au pot, d'autant que l'Allemagne vient de faire voter son premier budget fédéral à l'équilibre depuis 1969. Paris, finalement, est-elle en mesure de peser efficacement ? Bien sûr, c'est une vraie fixation que Schäuble se fait sur cet équilibre budgétaire, qui est important pour les Allemands aussi. C'est un pays vieillissant. L'âge médian aujourd'hui, c'est 45 ans. Les Allemands se préparent à une retraite qui sera financièrement difficile. Donc, ils épargnent beaucoup. Il y a un problème de démographie écrasant. Et donc, l'actuel gouvernement ne veut pas laisser une dette trop lourde aux générations à venir. Et donc, ça, je pense que ça pèse beaucoup
sur les tendances politiques, sur les sensibilités dans le domaine économique et sur le subconscient collectif de cet État. Il n'en demeure pas moins que de plus en plus d'économistes aujourd'hui tirent la sonnette d'alarme en Allemagne et insistent, sur le fait que la rigueur allemande, pour ne pas dire l'austérité, la rigueur et la rigidité avec laquelle les Allemands insistent auprès de leurs partenaires dans un contexte de crise ne fait qu'aggraver la situation, notamment dans le sud de l'Europe. C'est ce qu'on dit en France depuis très longtemps et on commence à l'entendre en Allemagne. Et ça, c'est important. Et puis il y a quand même un manque sur le plan des investissements dans les infrastructures allemandes elles-mêmes. Il faut plus investir. Il faut plus investir, notamment dans la partie occidentale. Les Allemands ont mis le cap sur la remise à niveau de l'ancienne RDA, donc l'Allemagne de l'Est. C'est fait aujourd'hui, mais aux dépens d'une situation qui, dans l'ancienne Allemagne de l'Ouest, laisse beaucoup à désirer. Cela concerne le réseau autoroutier, cela concerne les ponts, cela concerne les grandes infrastructures sont dans un état, je ne veux pas dire déplorable pour ne pas exagérer, mais qui nécessite un sérieux ravalement et donc des investissements dans les infrastructures conséquentes. Alors, jeudi dernier est sorti le rapport Pisani-Ferry-Anderlin du nom de ces deux économistes français et allemands qui ont planché sur les axes de développement économique conjoint. Quelle lecture vous en faites ? D'abord, les auteurs, c'est important à souligner. Pisani-Ferry, quand même à la tête de l'ex-commissariat, donc, qui s'appelle aujourd'hui France Stratégie, qui était à la tête d'un grand think tank franco-allemand à Bruxelles, donc un économiste français de renom qui connaît bien l'Allemagne. Enderlein, un économiste allemand qui connaît bien la France et qui défend la politique et même l'économie française outre-Rhin depuis très longtemps. Donc les deux hommes sont faits pour s'entendre, un premier point. Sur le fond, finalement, ils ne dévient pas trop de la ligne officielle. Il est nécessaire que la France se réforme d'un point de vue structurel. Tous les Allemands le pensent, quelle que soit leur couleur politique. Oui, ils le demandent avec une certaine force. Avec une certaine force et peut-être plus ou moins de souplesse selon leur appartenance politique, mais le message est le même. Et puis, en même temps, ils reconnaissent dans ce même rapport que l'Allemagne aussi doit bouger. Donc, c'est un papier de synthèse. Alors, Hans Stark, les années 2000, on le sait, ont été très profitables à l'Allemagne. L'industrie a fortement progressé avec du coup des performances à l'export largement supérieures à celles de la France, avec une balance commerciale excédentaire. La France est en déséquilibre chronique. Est-ce qu'on peut imaginer finalement un rééquilibrage sans un axe commun entre Paris et Berlin ? Très difficile. La vérité, c'est que l'Allemagne a un excédent de presque 200 milliards et la France accuse un déficit de 60 milliards. Et quand on regarde l'Union européenne, l'Allemagne, c'est le pays qui exporte le plus et la France, le pays dont le déficit est le plus important sur le plan commercial. Donc là, il y a vraiment encore du chemin à faire. La stratégie n'est pas la même. La France a toujours eu une stratégie économique axée sur la consommation intérieure. L'Allemagne a délaissé sa consommation intérieure, trop d'ailleurs, pour se concentrer sur les exportations. Enfin, troisième élément qui est important, l'Allemagne a un hinterland qui est l'Europe de l'Est, qui rentre dans la chaîne de production allemande avec des prix très compétitifs parce que les Polonais, les Slovaques et les autres Hongrois n'ont pas la monnaie unique qui était dans le taux est très élevé par rapport au dollar, donc c'était l'euro fort. Ça a beaucoup profité à l'économie allemande. La France n'a pas cet acquis-là, cet avantage. Hans Stark, les réformes Schröder de 2003 ont permis, on l'a constaté, de flexibiliser correctement le marché du travail allemand, ce qui a permis de regagner en compétitivité. Est-ce que c'est finalement transposable en France ? C'est transposable partout parce que c'est un modèle qui ne vient pas d'Allemagne, mais d'autres États dont les Allemands se sont inspirés, comme les Pays-Bas, le Danemark, voire le Canada. Ce sont plusieurs pays du Nord qui ont déjà adopté ces réformes-là, qui profitent d'ailleurs beaucoup aussi à d'autres actifs sur le marché du travail, comme par exemple les femmes qui élèvent des enfants et qui souhaitent avoir un temps partiel, un mi-temps, un tiers de temps, un quart de temps peut-être, ou bien aux étudiants qui financent leurs études en travaillant à côté. Donc cette flexibilité répond à une demande. Elle est évidemment exagérée lorsque le demandeur d'emploi souhaite un travail pérenne, un plein temps, et surtout dans un cadre d'un CDI, là, ce n'est pas acceptable pour cette catégorisation. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt bien vu en Allemagne. Hans Stark, merci pour cet éclairage. Tout de suite, l'info continue sur la chaîne Info. Restez avec nous.